Bonjour à toutes et à tous sur cette vidéo. Dans cette série de vidéos, je parlerai des partis, des icônes et des programmes de gauche. Dans cette vidéo, je parlerai de la gauche dans son ensemble. Maintenant, générique. Bien, maintenant que l'intro est passée, qu'est-ce que la gauche ? Le concept de la gauche naît durant la Révolution française. Être de gauche, c'était être contre le veto du roi et donc se positionner à gauche de l'hémicycle, ici les Girondins. De nos jours, les partis de gauche se rassemblent généralement dans la promotion d'idéaux progressistes et d'égalité, la critique de l'ordre social et le souci d'une plus grande justice sociale. Elle comprend la social-démocratie, le radicalisme, le socialisme, le communisme et certains courants de l'anarchisme. Le terme n'est pas utilisé que pour les partis, on utilise parfois le terme de gauche syndicale. Parmi tous les partis suivants sur cette liste, le prochain thème sera la France insoumise pour ma prochaine vidéo dans laquelle je parlerai de ce parti, dont le leader est Jean-Luc Mélenchon. En France, il y a plusieurs courants de gauche qui ont créé ce qu'on connaît. Tout d'abord, l'anarchisme ou la gauche libertaire. Dans l'anarchisme, on priorise la démocratie directe, donc sans passer par des élections avec des candidats, mais plutôt par directement des questions sur un grand groupe de personnes. On abolit l'État. C'est la personne qui a créé l'anarchisme ou la gauche libertaire, et Mikhail Bakounine, qui a théorisé pour la première fois l'anarchisme. Ensuite vient la gauche jacobine, avec pour grand penseur Robespierre. La gauche jacobine est née en Bretagne sous le nom de Club des Amis Jacobins. Ensuite, la gauche jacobine s'imposera durant la Révolution grâce à Robespierre et ses amis, puis installera la première République française en 1792. Puis vient la gauche libérale. La gauche libérale, elle, a été fondée par Léonard Trelawney Hobhouse. Elle prônait la liberté et l'égalité, la régulation du marché, la redistribution des richesses et l'économie. La gauche libérale sera très fortement contestée à la fin des Trente Glorieuses et perd essentiellement son influence au profit d'autres courants libéraux. Il lui est notamment reproché de ne pas assez impliquer les êtres humains dans le processus décisionnel et d'avoir cédé à la tentation de l'expertise, particulièrement forte en économie. Vient ensuite la quatrième branche de la gauche, le communisme ou la gauche collectiviste et communiste. Parmi les plus grands penseurs de communisme se trouve Karl Marx. Il est connu pour sa conception matérialiste de l'histoire, son analyse des rouages du capitalisme et de la lutte des classes, et pour son activité révolutionnaire au sein du mouvement ouvrier. Il a notamment été membre et dirigeant de l'Association internationale des travailleurs, Première Internationale. Des courants de pensée revendiquant principalement les travaux de Marx sont désignés sous le nom de marxisme. Il aura une grande influence sur le développement ultérieur des sciences humaines et sociales. Le communisme a été prospère au XXe siècle grâce à sa propagande. La propagande communiste est définie comme un système de diffusion de l'idéologie communiste, marxiste et léniniste, dans le but d'éduquer, de former et d'organiser les masses scientifiquement fondées. Le but était de créer un lien avec les classes ouvrières et d'incorporer le socialisme scientifique dans les classes populaires et les activistes révolutionnaires, afin d'unifier et d'organiser les divisions nationales des travailleurs communistes et d'autres mouvements démocratiques. Grâce à cela, plusieurs dirigeants communistes arrivèrent au pouvoir. En France, Georges Marchais sera le communiste qui fera le meilleur score au présidentiel avec un score de 15,3% aux élections présidentielles de 1981, après avoir été député de 1973 à 1997. En grands penseurs de la gauche collectiviste et communisme viennent Lénine et Trotsky. Je vais parler de Trotsky, qui fonda le trotskisme. Le trotskisme, parfois nommé bolchevisme ou léninisme, est une philosophie politique de type marxiste. L'expression trotskisme apparaît d'abord chez les staliniens pour laisser entendre que les idées défendues par Trotsky dans les années 1920 étaient opposées à celles de Lénine, alors qu'ils avaient fait tous les deux mener à bien la révolution d'octobre en 1917 face au tsar russe. À partir de 1924, l'idéologie trotskiste se distinguera par son opposition à la vision de Staline du communisme, en contestant le règne de la bureaucratie, nommée par trotskistes à la nomenklatura,
et en prônant la démocratie et la liberté au sein du Parti communiste. Je ferai une vidéo sur quel personnage était Trotsky, quelles étaient ses idées, ses réformes et son idéologie politique, et de pourquoi il est actuellement associé à la gauche française, telles que les idées de LFI. Maintenant, nous allons voir l'histoire de la gauche française, bon, pas que la française, mais la gauche française en général. La gauche française naît au niveau du siècle des Lumières. Les Lumières prônent la philosophie, l'humanisme et la science. Ils expriment les premières pensées et idées pouvant appartenir à la gauche, car étant les premiers progressistes et anticonservateurs. Ils se positionnent contre l'arbitraire de la royauté et de la noblesse, avec pour modèle philosophique empirique l'économie libérale et la monarchie constitutionnelle anglaise. Le Lumière le plus connu en France est Voltaire. La Révolution française voit en lui, comme en Rousseau, un précurseur, c'est bien qu'il entre au Panthéon en 1791. Ainsi, à cette même période, sur l'initiative du marquis de Villette qui l'hébergeait, le quai des Théatins, où l'écrivain habitait à Paris au moment de sa mort, sera baptisé quai Voltaire. Célébré par la Troisième République, il a nourri, au XIXe siècle, les passions antagonistes des adversaires et des défenseurs de la laïcité, de l'État et de l'école publique, et au-delà, de l'esprit des Lumières. La période suivante est la Révolution française. Comme je l'ai dit dans les premiers temps de la vidéo, dans les premiers temps de la Révolution, l'échiquier politique se divise entre les absolutistes, à la droite du roi dans les conseils, et qui étaient partisans du droit de veto du roi, et les partisans d'une monarchie constitutionnelle, qu'on appellera les Girondins, qui eux étaient contre ce droit de veto. Cependant, à la chute de Louis XVI, les Girondins basculent à droite et à gauche siègent désormais les républicains jacobins menés par Robespierre qui appliqueront la terreur. À sa chute, les jacobins tentent de reprendre le pouvoir aux directeurs modérés, mais leurs activités sont considérablement réduites à quelques clubs. Je ne m'attarderai pas plus sur la Révolution française car c'est une catégorie passionnante dans laquelle je ferai une vidéo complète et détaillée de tout ce qui s'est passé et des opinions politiques de chaque camp. Durant la monarchie censitaire, durant l'époque de Napoléon donc, le clivage politique de gauche n'existe plus, ou du moins sera réduit au silence par les bonapartistes qui se veulent impérialistes et républicains. Deuxième République. Sous la Deuxième République apparaît l'affaire Dreyfus. Durant l'affaire Dreyfus, la gauche française se positionnera plutôt en faveur de l'amnistie de Dreyfus, déporté au bagne en Guyane. Il se place en tant que Dreyfusard et de nombreuses personnalités populaires interviendront dans cette affaire, à l'image d'Émile Zola, pilier de la littérature naturaliste, ou encore Jean Jaurès, fondateur du journal L'Humanité et père du socialisme français. Alfred Dreyfus était un juif d'origine alsacienne qui avait été accusé de trahison durant la guerre de 1870, qui aurait livré des documents classés secret défense aux autorités allemandes en tant qu'espion. Tout cela a été démenti et il a fini par être innocenté, mais les accusations antisémites qui avaient été proférées envers elle ont été toujours défendues par la gauche française, ce qui lui forgera une bonne image pour les quelques années à venir lors de la Deuxième République. Nouvelle partie, le socialisme. Le mot socialisme entre dans le langage courant à partir des années 1820 dans un contexte de révolution industrielle et de l'urbanisation qui l'accompagne. Il désigne alors un ensemble de revendications et d'idées visant à améliorer le sort des ouvriers, plus largement de la population, via le remplacement du capitalisme par une société plus juste. L'idée socialiste, sous des multiples formes, se développe au long du XIXe siècle et donne naissance dans un monde entier à des partis politiques s'en réclamant sous diverses dénominations, socialistes mais également social-démocrates, travaillistes, etc. Jean-Jacques Rousseau et Jean Jaurès sont les socialistes les plus connus. Rousseau, lui, étant plutôt une forme de théoricien du socialisme à son époque. L'antifascisme apparaît entre 1934 et 1938. En effet, la montée des périls fascistes et de la poussée ligueuse concrétisée par les émeutes du février 1934 est pour la gauche l'occasion de réaliser le danger que constituent certaines lignes d'extrême droite. C'est aussi l'occasion de vives réactions de la part de toute la gauche, qui se traduisent aussi bien par une recherche de l'union des socialistes et des communistes que par de nouveaux espoirs.
D'abord, les années 1934 et 1935 sont pour les communistes les années de la réintégration de la collectivité nationale, mais aussi de l'antifascisme, comité de vigilance intellectuelle antifasciste ou CVIA. En effet, les émeutes du 6 février, mais aussi la montée de l'extrême droite en France poussent les communistes à signer un pacte d'unité d'action avec les socialistes en juillet 1935. En 1935, également, la CGTU, qui faisait la scission avec la CGT peu après le congrès de Tours, est réintégrée à la CGT. En 1935, s'effacent alors quelques-uns des dommages créés par la scission de décembre 1920. On assiste alors à un rapprochement des socialistes et des communistes, mais qui ne justifie pas seulement, pour les communistes en tout cas, par la menace de l'extrême droite. En effet, il y a à partir de 1933 et 1934 un changement de la ligne politique de la Troisième Internationale face à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, mais aussi face à Mussolini. La lutte des classes est le nouveau point. La lutte des classes sera aussi approfondie dans une autre vidéo, comme je pense à peu près chaque chapitre de cette vidéo. Karl Marx et Friedrich Engels écrivent en 1848 dans le manifeste du Parti communiste que les prolétaires ne peuvent pas être assujettis à une patrie en particulier et que les divisions étatiques, nationales et ou culturelles qui les opposent sont de simples diversions en regard du conflit central. La lutte des classes qui oppose le travail au capital dans le cadre mondialisé du capitalisme. Pour Marx et Engels, qui ont assuré la diffusion internationale de cette notion, la lutte des classes est un moteur des transformations de la société et de l'histoire moderne. La classe dominante de la société capitaliste est identifiée à la bourgeoisie ou classe capitaliste. Elle domine ce qu'on appelle le prolétariat. Vient enfin le Front populaire de 1936. Je ferai une vidéo entière dédiée à ce Front populaire qui avait gagné les élections en 1936, qui est pour moi une des parties les plus intéressantes de l'histoire de la gauche. C'est ce Front populaire, ensemble de la gauche, qui gagne les élections du 3 mai 1936, concrétise la victoire d'une gauche unie, des radicaux, des communistes, même si ces derniers ne prendront pas part au gouvernement. Sous la 4ème République, à la fin du gouvernement provisoire, le pouvoir est réparti entre les modérés, les communistes et les socialistes. Mais ce tripartisme se fragilise quand, au début de la guerre froide, le PCF est chassé du pouvoir. De plus, les gaullistes de l'UPR deviennent une force majeure. Ces événements favorisent l'instabilité et, quand De Gaulle prend le pouvoir, les socialistes sont énormément affaiblis. Grand rival de De Gaulle vient Mitterrand avec son mitterrandisme. Entre 1958 à 1995, les socialistes sont menés par un seul homme, François Mitterrand. Il crée le PS des cendres du SFIO, unit temporairement communistes et socialistes et parvient à échanger le rapport de force avec le PCF. Son travail culmine avec son élection en 1981 à la présidence de la République. Rival de De Gaulle puis du VGE, il fabrique une gauche d'exercice de pouvoir. Après avoir tenté pendant 2 ans de mener un programme économique de gauche, Mitterrand organise, face aux difficultés économiques, le tournant de la rigueur, abandonnant ainsi la politique de relance. Cette décision divise et affaiblit la gauche. Son départ de la vie politique fragilise le PS, qui lui, se divise. Un petit bond d'antan arrive avec aujourd'hui. De nos jours, ce sont les gauches plurielles. La succession de Mitterrand au début des années 90 est difficile pour le PS. Le parti essuie de violents revers aux élections régionales et cantonales de 1992 et subit la plus lourde défaite de son histoire aux élections de 1993. Seuls 57 députés socialistes ou apparentés sont élus. Ces années sont également marquées par l'émergence de Bernard Tapie au MRG, rapidement rattrapé par les scandales financiers, en particulier l'affaire Valenciennes-OM. En 1995, Lionel Jospin est désigné le candidat du Parti socialiste pour les présidentielles de 1995. De son côté, le Parti communiste français poursuit son effondrement, entamé en 1981. Battu par Jacques Chirac, la gauche prend sa revanche aux élections législatives de 1997 grâce à la victoire de la coalition de gauche plurielle PS, PCF, LV, MDC, PRS, inaugurant ainsi la 3e cohabitation. À l'élection présidentielle de 2002, les partis de gauche se présentent désunis avec 8 candidats différents. La division, le bilan du gouvernement de Lionel Jospin,
La forte poussée de l'extrême gauche trotskiste, de LO et LCR et des écologistes, le fort taux d'abstention aboutissent au traumatisme de la gauche le soir du 21 avril 2002 et la qualification pour le second tour de Jacques Chirac et de Jean-Marie Le Pen. Les élections législatives de 2002 et de 2007 menées par François Hollande sont des échecs pour la gauche. Alors que le PCF atteint des scores historiquement faibles, l'extrême gauche et la gauche radicale se réunissent au sein d'une gauche antilibérale. Cette recomposition et le rejet du candidat de droite sortant Nicolas Sarkozy permet à François Hollande d'être élu en 2012 et de remporter les élections législatives le mois suivant. La sortie du quinquennat annonce une recomposition du paysage politique français, et notamment des gauches. Vampirisé par Emmanuel Macron, plus centriste, le candidat du PS arrive à la 5e place avec un peu plus de 6% des voix. Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise, se veut le porte-drapeau de la gauche antilibérale qui évoluera progressivement vers une idéologie de populisme de gauche et antiracisme. L'extrême gauche traditionnelle apparaît affaiblie par la fuite de son électorat ouvrier vers le Front National. Bon bah voilà, la vidéo est finie. Donc je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Pour ceux et ceux à qui ça a plu, vous pouvez vous abonner et liker ainsi que partager. Si vous avez des critiques ou des points de vue différents ainsi que d'autres informations complémentaires à la vidéo, n'hésitez pas à partager en commentaire. Passez toutes et tous une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne matinée. Ciao tout le monde, peace!